Pouvoir occulte, secret, dissimulation, corruption. Vous pensez tout savoir? Erreur. Ancien gouverneur, vétéran des Navy Seals, catcheur. J'en ai entendu de belles. Et désormais, je pense qu'il est grand temps que vous sachiez la vérité. Aujourd'hui, c'est le plus grand complot de l'histoire de l'Amérique que nous passons au crible. L'assassinat de Kennedy. Oswald était un pantin, ça ne fait aucun doute. Vous pensiez l'affaire classée, mais Jesse Ventura rouvre le dossier. Vous étiez à 3-4 mètres de sa tête au moment du coup fatal, et la commission Warren ne vous a jamais appelé à témoigner? De nouvelles preuves conduisent à de nouveaux suspects, qui représentent encore une menace aujourd'hui. J'ai une arme sous l'oreiller. Et moi, je devrais? Peut-être. Peut-être. Lee Harvey Oswald a-t-il agi seul? A-t-il seulement fait quoi que ce soit? Et si 4 futurs présidents étaient impliqués? J'ai découvert un fait stupéfiant. Il était incapable de se souvenir où il était le 22 novembre 1963. Et quel est le lien avec le Watergate? Découvrons-le grâce à des documents récemment mis au jour et des confessions exclusives. Plus je me montre pour raconter ce que je sais, plus je suis en danger. Des informations inédites et déclassifiées. Si je crains pour ma vie, c'est de la connerie. Sur l'affaire JFK. Je suis Jesse Ventura, et vous regardez Théorie du complot. L'enquête de Jesse Ventura sur l'assassinat de John Kennedy le mène dans un motel d'un coin malfamé d'Hollywood Boulevard. Il est venu y rencontrer un homme qui prétend détenir des preuves édifiantes sur le pire complot d'État que le siècle ait connu. Mais il a peur. Très peur. Et à juste titre. Qui est-ce? Jesse Ventura. Cet homme détiendrait la clé de l'assassinat. Il vous a avoué avoir participé au meurtre de John Kennedy. Tout à fait, oui. Le président des États-Unis est mort. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est le complot par excellence. Celui qui s'en tire après avoir tué un président peut échapper à tout. Dans les années 1960, encore adolescent, j'ai cru la commission Warren quand elle a déclaré que Lee Harvey Oswald avait agi seul. Mais on n'en a pas su plus. Le gouvernement était bien trop pressé de clore le dossier. Mais moi, je n'ai jamais lâché l'affaire. J'ai fait ma petite enquête de Dallas à la Havane, et il me manque encore des réponses. C'est pour ça que je me retrouve sur ce pont. Un certain Ron m'a dit avoir de nouvelles informations. J'ai des documents classifiés que je détiens depuis des années. Ma santé ne me permettant plus d'enquêter, j'aimerais que vous le fassiez pour moi. Très bien. Ces documents portent sur l'assassinat de Kennedy. Ron n'a pas voulu me donner son nom de famille. Mais par contre, ces documents, oui. Des documents classifiés de la CIA. Apparemment, il préparait un film sur l'assassinat quand quelqu'un les lui a remis. Il y a jeté un œil avant de les conserver précieusement et de décider de me les soumettre. J'ai toujours suivi l'affaire Kennedy et j'ai bien étudié le dossier. Je vais apprendre quelque chose, là? Vous y découvrirez différentes versions. Mais la CIA est au premier plan. Et Nixon aussi. Nixon? Oui, Nixon. Richard Nixon. L'assassinat d'un président nous conduit à un autre président. Les gens doivent connaître cette version. Ils doivent savoir la vérité parce que jusque-là, personne ne l'a jamais dite. Comment avez-vous eu ce dossier? C'est un agent de la CIA qui me l'a donné. C'est un peu bizarre quand même. Les agents de la CIA ne montrent pas les documents classifiés normalement. Non, mais ce monsieur voulait que toute cette histoire sorte. Où est-il aujourd'hui? Je crois qu'il est mort. Vous semblez un peu effrayé, non? J'angoisse depuis. À cause de ces papiers. Oui,
J'ai une arme sous l'oreiller. Maintenant que c'est moi qui les ai, je devrais aussi. Peut-être. Peut-être. Il dort avec une arme sous l'oreiller. Après tout ce temps, les forces à l'œuvre dans ce complot sont toujours actives. Ces documents de la CIA révèlent sûrement de qui il s'agit. J'ai de la lecture. J'y découvre noir sur blanc un mobile pour l'assassinat du président, dans lequel Richard Nixon a sans aucun doute joué un rôle. Tout remonte à 1959. À l'époque, le vice-président Richard Nixon supervise l'opération 40, une action menée par une équipe d'intervention de la CIA visant à éliminer Fidel Castro, qui s'était emparé du pouvoir à Cuba. Suite à l'élection de Kennedy, les agents de l'opération 40 se lancent dans une tentative avortée d'invasion de Cuba, dans la baie des Cochons. D'après ces documents, quand Kennedy a refusé de retenter l'intervention, l'équipe de l'opération 40 a décidé de l'éliminer à son tour. Ils pensaient accuser Castro et ainsi s'en débarrasser pour de bon. C'est de plus en plus fou. Je lis ici que l'assassinat de JFK serait lié au Watergate. Comment ça? Eh bien, dans les années 1950, Richard Nixon est en charge de la fameuse opération 40. On y retrouve E. Howard Hunt et Frank Sturgis, ceux-là même qui participeront au cambriolage du Watergate. Ces types font partie du comité pour la réélection du président, le CRP, surnommé à l'époque et à juste titre CRIP. Ils font partie de l'équipe d'exécuteurs des années 1950. Nixon quitte son poste, officie dans le secteur privé pendant 8 ans, mais ces types restent opérationnels. Et en 1972, c'est le Watergate. Nixon se retrouve impliqué à cause des mêmes personnes que ces documents relient à Kennedy. Mais pourquoi ont-ils fait ça à Nixon? Nixon a demandé à la CIA de lui fournir tous les documents se rapportant au meurtre de Kennedy. Et je pense que ces roublards de la CIA ne voulaient pas qu'il fourre son nez dans ce rapport 8 ans après les faits. Alors, gouverneur, on commence par où? Je vais m'entretenir avec quelqu'un qui en sait long sur tout ça. Malheureusement, il est mort. Ce n'est pas ça qui va vous arrêter. L'homme qui en savait plus que quiconque sur l'assassinat de l'ancien président était un colonel de l'armée de l'air, L. Fletcher Prouty. Il travaillait au Pentagone comme agent de liaison militaire avec la CIA. Il est mort en 2001. Mais il a confié ses secrets à un certain Len Ozanik. Ce dernier détient des centaines d'heures d'enregistrement sur les révélations de Prouty. Il faut que je démêle tout ça. La CIA, les services secrets, le Pentagone, les Russes, sans oublier les Cubains. Il ne fait aucun doute que le meurtre a été méticuleusement planifié. Avec une protection aussi minime, il est évident qu'on risque un assassinat. Et il est clair que le quadrillage de sécurité par les services secrets autour de Dallas était minimal, voire inexistant. C'était un coup d'État extraordinaire, bien préparé et très efficace. Fletcher Prouty va dans le sens des documents de la CIA, mais il y ajoute un autre éclairage sur Lee Harvey Oswald. Tout ça veut dire qu'il collaborait avec la CIA. Oswald était un pantin, ça ne fait aucun doute. Les meurtriers étaient des professionnels dont je connaissais l'existence. Il le dit sans détour. Oswald était manipulé. J'en ai assez entendu. Il y a 1000 façons d'aborder cette enquête, mais moi, je n'en connais qu'une. Et c'est direction Dallas. Jesse Ventura vient d'arriver à Dallas pour rouvrir l'enquête sur le meurtre du président John Fitzgerald Kennedy. Dealey Plaza. C'est ici que Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. La question est, qui a tiré? Et d'où provenaient les coups de feu? Plusieurs agents de police se précipitent au sommet de la butte. C'est cet événement qui a fait naître mon intérêt pour les conspirations. C'est à cause de ça que je me méfie de l'autorité.
Voici le lieu du drame. Et le virage au niveau duquel le cortège a ralenti au moment où la décapotable de Kennedy l'abordait. De l'autre côté, le Texas School Book Depository et son 6e étage, d'où Oswald aurait tiré les coups fatals. Mais de ce côté-là, il y a cette butte. Et c'est de là que de nombreux témoins déclarent avoir entendu partir les coups. C'est là qu'est née la théorie du complot. Voici Bill Newman. C'est à cet endroit précis qu'il se tenait le jour du drame. Il vient de se produire quelque chose dans le cortège. Il est l'un des rares témoins à avoir survécu pour raconter son histoire. Beaucoup ont mystérieusement disparu. Si Bill est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé entre les gouttes. Bill, c'est à peu près là que vous et votre famille vous teniez ce jour-là. Tout à fait. Avec ma femme Gail et nos 2 enfants, Bill qui avait 4 ans à l'époque et Clayton qui en avait 2. Le président Kennedy arrivait par la voie du milieu. Il arrivait au niveau du trottoir à 3 ou 4 mètres. Ah, vous étiez tout près. Et quand la voiture présidentielle a tourné à gauche sur Elm Street, à je dirais 30 mètres de nous, j'ai entendu les 2 premiers coups de feu. Boum, boum. Comme ça. Et juste au moment où la voiture passait devant nous, le 3e coup a retenti. La tête du président Kennedy a éclaté sur le côté. On voyait la cervelle et le sang gicler. Et Madame Kennedy a crié « Oh mon Dieu, on a tué Jack !» Je me suis tourné vers Gail et j'ai dit « Vite à terre !» Et on a poussé nos enfants à terre pour les protéger. Pour moi, les coups ont été tirés juste derrière nous. Juste derrière vous? Les coups de feu venaient de derrière. Avez-vous vu quoi que ce soit dans le dépôt de livres? Non. Non, non. Je n'avais aucune raison de regarder dans cette direction. J'ai lu le rapport. Vous avez été interrogé par le FBI. Votre déposition fait 1 page et celle de votre femme à peine 2/3 de page. Vous l'avez là? Voici la vôtre et celle de votre femme. Oui, en fait, c'est le seul contact officiel qu'on ait eu avec les autorités. Vous étiez à 3-4 mètres de sa tête au moment du coup fatal. Et la commission Warren ne vous a jamais appelé à témoigner? Ni même pour vous parler? Non, gouverneur. La commission Warren ne nous a jamais contactés. Et ça m'interpelle parce que vous n'êtes pas le premier à me poser la question. La commission Warren. Le nouveau président Lyndon Johnson la met en place 1 semaine après l'assassinat pour enquêter sur les circonstances du drame. Le rapport conclut que Lee Harvey Oswald a agi seul. Mais peu avant sa mort, Gerald Ford, membre de la commission, révèle que la CIA s'est rendue coupable de destruction de preuves et de rétention d'informations. La commission Warren ne vous a même pas parlé, interrogé? Non. C'est comme s'ils avaient déjà la réponse avant de poser la question. Ils connaissaient déjà les conclusions. Il y a de ça. La théorie du tireur isolé développée par la commission Warren s'appuie sur ce qui sera baptisé la balle magique. Il s'agirait d'une seule balle qui aurait provoqué toutes les blessures non mortelles de Kennedy et du gouverneur du Texas, John Connolly, qui se tenait devant lui. C'est un membre de la commission, Arlen Specter, qui émet cette hypothèse. Et surprise, il finira sénateur. Gerald Ford admettra par la suite avoir modifié la description des blessures de JFK pour rendre cette théorie plus crédible. Il deviendra président. En allant dans le sens de la commission Warren et de la dissimulation, on prend du grade. Donc vous me dites que le coup fatal a été tiré de là? Le coup fatal a été tiré de là. Je te rappelle que la tête de Kennedy est partie en arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche. Plusieurs agents de police se précipitent au sommet de la butte. Restez à l'écart, attendez s'il vous plaît. Le 6e étage du Texas School Book Depository, d'où Oswald aurait tiré, est aujourd'hui un musée. Un musée qui expose la version de la commission Warren. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas accéder au lieu même d'où a tiré le vrai coupable? Par souci de conservation. Le plancher est en l'état, même les marques au sol que l'on voit sur les photos de la scène de crime sont restées.
C'est la seule raison, la conservation? Oui. Pour conserver des choses en l'état? Oui. Oui, mais j'ai du mal à l'imaginer tirer. Pour moi, c'est quasi impossible. D'abord, ce type n'était pas un excellent tireur, parce qu'il avait le plus petit grade prévu par l'armée en matière de tir de précision. J'ai la chance de pouvoir tester le même type de fusil avec les mêmes munitions pour essayer de reproduire le tir d'Oswald. Jim Fetzer, spécialiste de l'étude des meurtres, me met en garde contre cette arme. La manipulation de la culasse mobile du Mannlicher Carcano était si compliquée que dès qu'on bougeait la culasse, on perdait sa cible et il fallait réajuster le viseur. Grâce à une grue, on est censé aller à 60 mètres. Nous allons recréer la hauteur et la distance qui correspondent à celle du poste de tir d'Oswald. Les ballots de paille représentent l'endroit où Kennedy a été touché. Oswald aurait alors tiré à 3 reprises en 6 secondes 3. Il a aussi dû tirer à travers les arbres, sur une cible mouvante. Pour la petite histoire, j'ai été tireur d'élite au pistolet et au fusil. Et étonnamment, quand j'étais gouverneur du Minnesota, j'avais encore les qualités d'un pro à 50 ans. Attention, armement du fusil. Merci. Attention, prêt à tirer. Pas tout à fait. Faut la claquer. La claquer? Ouais, non, remettez-la en arrière, voilà. Quel merdier. Attention, prêt à tirer. Je dégomme la première et ensuite j'enchaîne. Quel temps? 12 secondes 17. On recommence alors. Le Mannlicher est tellement bas de gamme et difficile à manier qu'il est impensable qu'Oswald ait tiré 3 coups si rapidement. Et là, combien? 8,84. Prêt à tirer. J'ai atteint ma cible à plusieurs reprises. Je l'ai même touché à la tête. Mais avec un temps à 1000 lieues de celui d'Oswald. 8,79. Et il l'aurait fait en 6 secondes. C'est de la connerie. C'est absolument impossible. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Par le passé, nombre de reconstitutions faites par les meilleurs tireurs d'élite ont échoué, y compris celles de CBS News et même de la commission Warren. Je relate mes exploits au conservateur du musée du 6e étage, Gary Mack. Vous êtes le conservateur de ce musée. Vous n'avez donc d'autre choix que de vous plier à la politique de la maison. Mais oublions ça. Imaginons que nous discutons autour d'un verre. Jusque-là, ça me semble pas mal. Qu'en pensez-vous personnellement? Personnellement? Oui, de votre point de vue. En rentrant chez moi, je me dis que Lee Harvey Oswald n'est peut-être pas le seul en cause. Même l'homme qui est payé pour vendre la version officielle n'y croit pas. Mais je ne peux pas le prouver. Il y a bien quelques éléments qui me porteraient à croire qu'Oswald n'a pas agi seul, mais je n'ai pas de preuves. Et d'autres questions planent encore sur les faits et gestes d'Oswald ce fameux jour. Jesse Ventura et l'enquêteur Alex Piper sont à Dallas, au Texas, pour suivre le chemin emprunté par Lee Harvey Oswald après son supposé assassinat du président John Kennedy. Au sortir du dépôt de livres, ses pas le mèneront à la mort 2 jours plus tard, de la main de Jack Ruby, dans les sous-sols des locaux de la police. Après l'assassinat, Lee Harvey Oswald a eu 1000 fois l'occasion de s'enfuir. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris le bus, mais il est descendu pour s'engouffrer dans la circulation et prendre un taxi qui est passé devant la gare et qui l'a conduit sur le pont jusqu'à sa pension de famille, quelques kilomètres plus loin. Il est descendu, il est entré se changer, et c'est là qu'il aurait pris un revolver. D'accord. Une arme de poing. Là, la propriétaire lui aurait dit « Le président s'est fait tirer dessus ». Bien sûr, tous les médias en parlaient et il est sorti. À partir de là, Oswald serait parti à pied, aurait marché sur 1 kilomètre dans cette rue bordée d'habitations, avant de tomber sur l'agent de police J.D. Tippit. Là, au croisement de la 10e et de Patton. Apparemment, Oswald correspondait à la description radio du suspect du meurtre de Kennedy.
Un homme blanc, autour de la trentaine et d'environ 1,75 m. Cette description était basée sur les témoignages d'une seule personne sur les lieux, affirmant avoir aperçu quelqu'un derrière une fenêtre du dépôt de livres. Comment a-t-elle pu déterminer la taille du suspect à 6 étages de distance? Tippit arrive dans la même direction et intercepte Oswald à cette hauteur. Ils échangent quelques mots par la vitre. Ouais. Tippit descend de sa voiture et s'approche de lui. Et c'est là qu'il a tiré. C'est là qu'Oswald lui aurait tiré dessus avec son revolver à 4 ou 5 reprises. En plus, on a retrouvé des douilles par terre. Pourquoi aurait-il laissé de telles preuves à côté du corps? C'est trop facile, trop évident à mon sens. C'est trop parfait. Après la fusillade, Oswald reprend sa marche. Il est passé par là? C'est plus ou moins la même route, mais avec un léger détour. C'est là que la version officielle devient encore plus douteuse. Parce que tout ce qu'Oswald trouve à faire ensuite, c'est aller au cinéma. Jim Mars nous attend devant le Texas Theater, à l'endroit même où Lee Harvey Oswald a été arrêté. Mars est un éminent expert de la question du complot autour de Kennedy. Son livre a servi de base au film d'Oliver Stone, JFK. Ça m'a toujours paru bizarre que l'une des premières choses que fasse le meurtrier du président et d'un agent de police soit de venir ici. Pour moi, le fait qu'Oswald soit allé au cinéma ouvre une nouvelle question. Je pense qu'il était là pour rejoindre un contact et essayer de comprendre ce qui se passait. Vous êtes en train de nous dire qu'il est revenu retrouver un contact? Oui. Et que celui pour lequel il travaillait s'est débarrassé de lui? Je crois que c'est ce qui s'est passé. En appelant la police. Mais alors, qui était ce contact? Pour Jim Mars, Oswald appartenait à la CIA. Ma théorie, c'est que Lee Harvey Oswald était un agent du gouvernement fédéral des États-Unis. D'autres éléments vont dans le sens de la théorie de Jim Mars et Fletcher Prouty, selon laquelle Oswald était un agent de la CIA. Pour commencer, il était marine, attaché à la base de la CIA à Atsugi au Japon. À 20 ans, l'ancien marine a fui pour l'Union soviétique avant de revenir au bout de 2 ans au Texas sans le moindre souci, mais avec une épouse. Il s'est ensuite lié d'une étrange amitié avec un homme plus âgé et très cultivé, un certain George Demerenshield. Beaucoup de spécialistes pensent que ce dernier était le formateur d'Oswald à la CIA. Mais si quelqu'un sait si Oswald était ou non dans la CIA, c'est bien sa veuve, Marina. Suite à nos recherches, nous avons découvert qu'après toutes ces années, elle vivait encore dans la région de Dallas. Je l'ai contactée par téléphone. Je pense que Lee travaillait pour le gouvernement, que c'était un agent sous couverture. Si je crains pour ma vie... Vous connaissez les Navy Seals? J'en suis un. Alors cette peur-là, je ne connais pas. Très bien, au revoir. Elle a surtout peur pour ses enfants. Et je peux la comprendre, sachant ce qu'elle a vécu et ce qu'elle sait. Elle m'a posé une question assez violente. Sacrifieriez-vous vos enfants pour la vérité? Marina Oswald a finalement accepté de me rencontrer. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Jesse Ventura explore de nouvelles pistes concernant le meurtre de Kennedy. Certaines preuves indiqueraient des liens évidents entre l'assassin présumé et la CIA. Le gouverneur va maintenant rencontrer la veuve de Lee Harvey Oswald. Marina Prusakova n'avait que 19 ans et vivait chez son oncle, un agent haut placé du KGB, quand elle a rencontré le déserteur américain à Minsk en 1961. Ils se sont mariés 6 semaines plus tard. J'ai retrouvé Marina Oswald dans un endroit public aux abords de Dallas. Elle y est venue avec son second époux, Kenneth. Nous avons parlé pendant 2h30. Mais elle a refusé de s'exprimer devant la caméra, pour ne pas mettre la vie de ses filles en danger. Près de 50 ans après les faits, elle vit encore dans la crainte. Je lui ai demandé de but en blanc, « Étiez-vous un agent russe ?» Et elle m'a répondu, « Pas du tout. » Elle avait aussi l'impression que Lee travaillait plus ou moins avec la CIA. Pour elle, George Demerenshield était un agent de la CIA.
Elle m'a dit qu'il était sorti de nulle part. Pourquoi un homme aussi riche que lui s'intéresserait-il à nous? On était très pauvres. Elle m'a dit qu'au début, elle croyait que Lee était coupable parce qu'elle n'avait entendu que la version du gouvernement. Mais aujourd'hui, elle croit en sa totale innocence. J'ai tout vérifié. C'est bien elle qui a pris cette fameuse photo de Lee Harvey Oswald tenant un fusil et un journal communiste. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Oui, j'ai pris cette photo. Ce n'est pas un trucage ni quoi que ce soit. » Je lui ai demandé pourquoi. Et elle a dit « Je ne sais pas, il y tenait. » J'ai le sentiment que Lee a été contraint de réaliser ces photos. Ça faisait partie de la machination. Il fallait des images de lui avec l'arme. Bonjour, gouverneur. C'est de plus en plus énorme. J'ai retrouvé un enquêteur qui fait le lien avec George Bush père. Et cet enquêteur, c'est Ross Baker. Il a déterré bon nombre de secrets pour alimenter son nouveau livre sur la famille Bush. Je dois le rencontrer. J'en étais sûr. Je m'attendais à des découvertes sur la CIA ou un autre président, mais Ross Baker va me révéler une histoire inédite. Personne n'associerait George Bush à l'assassinat de Kennedy. J'ai découvert un fait stupéfiant. Il était incapable de se souvenir où il était le 22 novembre 1963. Et bien sûr, tout le monde, tous les plus de 5 ans. Tout le monde s'en souvient. Je me souviens très bien où j'étais. J'étais en 5e au collège. On nous a annoncé la nouvelle, puis on nous a renvoyés chez nous. George Bush était à Dallas le soir précédant le drame. Il y a passé la nuit. Il y était donc encore le matin même. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ensuite il a été vu à Tyler, au Texas, à un battement d'aile de Dallas. Il y est apparu lors d'une réunion du club Kiwanis pour y prononcer un discours. Il a ensuite déclaré « Je viens d'apprendre la mort du président ». Ensuite, il a téléphoné au FBI depuis une cabine téléphonique en se présentant. Il a ajouté « Je pense savoir qui a tué le président ». Il a fait ça pour qu'il y ait trace, dans les fichiers du gouvernement, de sa velléité de coopérer et du fait qu'il n'était pas à Dallas au moment du meurtre. Cette petite comédie de George Bush accentue les soupçons sur l'implication de la CIA avant même que le président Gerald Ford ne l'en nomme directeur en 1976. Gerald Ford, un des membres de la commission Warren. Existe-t-il des documents pour étayer tout ça? Il y a 2 documents principaux, des rapports du FBI qui ont été déclassifiés. Voici un rapport du FBI stipulant que George Bush fait état des déclarations d'un jeune républicain de Houston qui aurait menacé de tuer le président la veille de l'assassinat. En plus, un vieil ami à lui, un certain George Demorenschildt, était le formateur de Lee Harvey Oswald. George Demorenschildt, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est le billet d'entrée d'Oswald à la CIA. Mais nous ne connaissions pas ses autres accointances. C'est un bon ami de George Bush père. Tout à fait. George Bush partageait sa chambre d'internat au lycée avec son neveu. C'est vrai. On voit donc clairement une connexion, parce que George Bush, c'est la CIA, et Demorenschildt aussi. Absolument. Le formateur d'Oswald, George Demorenschildt, qu'est-il devenu? Eh bien, c'est assez intéressant, Jesse. En 1976, quand George Bush a pris la tête de la CIA, il a reçu une lettre de George Demorenschildt qui disait « Cher George, félicitations. J'ai besoin de ton aide, j'ai des problèmes. L'étau se resserre autour de moi. J'ai peut-être manqué de discrétion au sujet de Lee Harvey Oswald. » 6 mois plus tard, on le retrouvait avec une balle dans la tête. Soi-disant un suicide. Encore un rapprochement avec un président. C'est un peu mince, non? Regarde ça alors. Ça nous vient aussi de Ross Baker. La photo a été prise devant le dépôt de livres, juste après le meurtre. Juste après. Cet homme ne te dit rien? Je sais pas, il ressemble beaucoup à George Bush quand même. Attends, ça peut être n'importe qui. Beaucoup de gens le pensent en tout cas. On ne peut pas nier la ressemblance. Il y a aussi cette fameuse photo des 3 clochards interpellés sur Dealey Plaza, juste après la fusillade. On les voit traverser la place.
Beaucoup de spécialistes affirment qu'ils sont bien trop habillés pour des clochards. Et vous voyez le petit là au fond, le plus vieux là? Certains disent qu'il s'agirait d'E. Howard Hunt, l'agent de la CIA. L'homme de l'opération 40? Le cambrioleur de Watergate? Oui. Le seul et unique. L'enquête de Jesse Ventura sur l'assassinat de JFK et ses mystères le conduit à Los Angeles. Il se rend chez un ami haut placé. Vincent Bugliosi est le procureur qui a fait condamner Charles Manson. C'est lui qui veut poursuivre George W. Bush pour meurtre, pour avoir menti à la nation au sujet de la guerre en Irak. Il est également l'auteur du dernier livre, le plus complet, sur l'assassinat de Kennedy. Plus de 1600 pages qui concluent à la seule et entière culpabilité d'Oswald. Vincent, pourquoi être persuadé que Lee Harvey Oswald a agi seul dans le meurtre du président Kennedy? Tout désigne cet homme comme le parfait coupable. Admettons juste pour la gloire du débat que la CIA ou la mafia ait dit « il faut tuer Kennedy ». Elle n'aurait pas pu trouver mieux qu'Oswald pour commettre le plus gros meurtre de l'histoire des États-Unis. Soyons sérieux. Très bien, je vais être sérieux alors. C'est le type parfait pour jouer les hommes de paille. Vous n'avez pas lu? J'en ai lu beaucoup. Très bien, je vais vous poser une question. Vous avez un assassin dont vous savez qu'il ne parlera pas, qui a déjà un casier et dont vous savez qu'il fera parfaitement le boulot. Vous engagez le bon type pour faire le boulot. Exactement. Et vous vous servez du pauvre type pour le couvrir. Et vous regardez le pauvre type se faire prendre. Il n'existe aucune preuve d'une quelconque relation entre Lee Harvey Oswald et les groupes qu'on accuse d'être derrière l'assassinat. Vous avez l'air... Attendez. Vous ne me laissez pas parler parce que j'aborde des points délicats. Non, non, attendez. Je n'ai pas le droit de vous interrompre. Quand vous me dites qu'il n'avait aucune connexion avec la CIA, qui est George Demorenschildt? C'était son formateur. George Demorenschildt ne faisait pas partie de la CIA. Allez, Vincent. Absolument pas. Vincent. Absolument pas. Le House Select Committee et la commission... La commission Warren. Et ça, bien sûr, la commission Warren, on peut la croire. Non, attendez, une minute. Désolé, Vincent. C'est bon, on arrête. Vincent est un ami. Mais c'est contre ces gens-là qu'on lutte. On peut rassembler toutes les preuves imaginables, ils refusent de nous écouter. Pourquoi, en plus de 47 ans, n'y a-t-il eu aucune fuite émanant de ces groupes de conspirateurs? Parce qu'il n'y a rien à dévoiler? Pas si sûr. J'ai peut-être une piste grâce à cette photo des trois clochards. Un homme dit avoir des preuves solides. Et bien plus encore. Il m'a donné rendez-vous dans un motel d'Hollywood Boulevard. Et croyez-moi, c'est pas le Walk of Fame. Le type se cache. Qui est-ce? Jesse Ventura. St. John Hunt est le fils de E. Howard Hunt, l'espion de la CIA en charge de la troupe d'intervention du vice-président Nixon, l'opération 40. C'est lui qui dirigeait l'équipe qui s'est mise hors la loi pour le président Nixon. Il a été incarcéré pour avoir fomenté le cambriolage du Watergate. Décédé en 2007, il a emporté tous ses secrets avec lui. Tous? Non. Votre père était très actif dans les services. Il a fait toute sa carrière dans la CIA. Pendant 27 ans. 27 ans dans la CIA. Il est lié aux affaires du meurtre de Kennedy et du Watergate. Oui, la faction cubaine était impliquée dans le scandale du Watergate, ce qui nous mène à la révolution cubaine pour renverser le régime castriste. Évidemment. Je peux vous poser une question? Vous avez peur de parler aujourd'hui? Plus on s'intéresse au sujet, plus je me montre pour raconter ce que je sais, plus je suis en danger. Le récit de St. John Hunt apporte des réponses cruciales. Pour commencer, il y a ce cliché des trois clochards sur Dealey Plaza. Beaucoup trop propres sur eux pour être des marginaux. Au fond de moi, je me suis toujours dit que le vieux clochard avait une sacrée ressemblance avec mon père. Il avait un physique très particulier, un visage long, un nez fin, un visage en pointe, et ces espèces de bajoux.
Si ça peut vous soulager, j'ai regardé les 2 photos de votre père et je suis d'accord avec vous. Oui, j'étais bien conscient de tout ça, mais je ne savais pas trop quoi en penser. Et évidemment, ce n'était pas mon père qui allait m'en parler. Jusqu'au moment où il m'a appelé à son chevet à Miami, quand les médecins ne lui donnaient plus que quelques semaines à vivre. Le père s'apprête à faire une confession ahurissante à son fils. St. John Hunt tient à me faire écouter les enregistrements de son père qu'il a réalisés dans les derniers moments de sa vie. Voici les ultimes confessions d'E. Howard Hunt sur le vrai meurtrier de JFK. Il se faisait vieux, vous étiez à ses côtés, et il vous a avoué avoir participé au meurtre de John Kennedy. Tout à fait, oui. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe. C'était le choc. Il m'a dit qu'en fait, il y avait bien un complot qui devait se faire à Miami et qui s'est finalement fait à Dallas. Avant d'aller plus loin, écoutons-le. D'accord. Jesse Ventura s'entretient avec le fils d'un ancien agent de la CIA, E. Howard Hunt, dont il va entendre les révélations sur son rôle dans l'assassinat de JFK. Que vous a-t-il avoué exactement? Qu'a-t-il révélé? Il m'a dit que le nom de code pour l'assassinat du président Kennedy était le grand événement et qu'il en était fier. Comment peut-on être fier d'une telle chose? Ils étaient à ce point déterminés. Pour eux, Kennedy était une si grande menace pour le pays. Pas pour le pays, mais pour leurs intérêts. L'opération 40 éliminait les gêneurs, c'était son rôle, sa mission. C'est la même équipe qui avait projeté d'assassiner Castro. David Morales, Frank Sturgis auraient fait n'importe quoi pour laver l'échec de la baie des cochons. Avant d'aller plus loin, écoutons-le. D'accord. Sturgis and Morales and people of that ilk stayed in apartment houses during the preparations for the big event. Their addresses were very subject to change. I was a bench warmer on it. We backtracked the chain of command during the run-up for the big event. Tout est dit clairement. E. Howard Hunt admet l'existence d'un complot, ce qui recoupe les informations fournies par Ron. Allons plus loin que l'affaire Kennedy et intéressons-nous au Watergate, par exemple. Que cherchait-il en le cambriolant? Mon père m'a dit qu'il devait forcer un coffre dans lequel il y avait la preuve que le président Nixon était lié à l'opération 40. Il y avait des carnets dans ce coffre. Les avez-vous revus depuis le cambriolage? Non. Les informations contenues dans le coffre avaient-elles aussi un lien avec Kennedy? Très probablement. Savez-vous pourquoi ces carnets ont disparu? Que contenaient-ils de si sensible? C'était un groupe d'assassins, toujours opérationnels et prêts à agir. On les envoyait dans le monde entier pour éliminer des leaders étrangers, des diplomates, tous ceux qui représentaient une menace pour le gouvernement américain. Et à l'époque, beaucoup pensaient que Kennedy nuisait au gouvernement des États-Unis. Exactement, exactement. Donc il ne leur restait plus qu'à envoyer l'opération 40 à Dallas. Et désigner la cible. Ces types étaient toujours d'attaque, prêts à l'action. Ils étaient conditionnés, chargés à bloc et prêts à en découdre. Mais les enregistrements nous révèlent encore autre chose. Un autre futur président était impliqué dans le complot. Après Richard Nixon, Gerald Ford et George Bush. LBJ, he, in my opinion, had an almost maniacal urge to become president. He regarded JFK as an obstacle to achieving that. Lyndon Baines Johnson, le vice-président devenu président. Mon père le désignait directement comme acteur du complot. Il aura fallu attendre les confessions d'un mourant pour enfin connaître la vérité. Après toutes ces années, les gens ont encore peur de parler. C'est sans doute pour ça que nos responsables parlent de changement, quand rien ne semble réellement bouger. Peut-être savent-ils des choses qu'on ignore.
C'est ici que repose John Fitzgerald Kennedy, sous la flamme éternelle. J'ai voulu venir ici enregistrer mon épilogue, mais l'armée a refusé. Un certain Ken Howes du Bureau des Affaires publiques nous a dit qu'il n'aimait pas notre émission et ce qu'elle véhiculait. J'ai donc mis une collègue, membre du Congrès, sur l'affaire, mais elle n'a obtenu que pirouettes, esquives et fausses réponses. Près de 50 ans après les faits, c'est toujours le règne du complexe militaro-industriel, le même pouvoir qui tire les ficelles, qui menace et qui nous empêche de connaître la vérité. Un tireur isolé, une balle magique. Réveillez-vous, c'était Jesse Ventura dans Théorie du complot.